Fil rouge, c'est le Twitch de l'UGICT. Nous recevons dans notre Twitch, on va essayer de le faire une fois par mois, c'est le deuxième qu'on fait là pour l'instant. On essaie de recevoir des chercheurs, des chercheuses, des syndicalistes, des spécialistes. Et aujourd'hui, on reçoit deux syndicalistes. Agathe Leberder, si vous suivez attentivement le Twitch rouge, vous avez déjà vu Agathe, qui est membre donc de la direction de l'UGICT, secrétaire générale adjointe. Agathe, bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons également Thomas Vacheron, donc membre du bureau confédéral de la CGT, en charge de la communication et de la question des salaires. Et ça tombe bien, on va beaucoup parler des salaires ce soir. On va parler évidemment de l'actualité et du budget de l'État et surtout de la sécurité sociale, en lien avec la question des salaires notamment. Ce budget, il a été adopté mardi à l'Assemblée nationale, donc après un aller-retour, un passage au Sénat et une première lecture à l'Assemblée nationale la semaine d'avant, si je ne dis pas de bêtises. Il a été adopté et il est lourd de conséquences pour les salariés, mais il a aussi beaucoup évolué grâce notamment au rapport de force et à la mobilisation. Et avant de rentrer dans le fond du sujet, on va utiliser, je pense, dans ce débat, des acronymes, et je vous laisse vous préparer mentalement à beaucoup les entendre. Deux acronymes principalement, PLF, projet de loi de finances, et PLFSS, donc projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et peut-être que je peux laisser Agathe ou Thomas expliquer un peu comment ça fonctionne rapidement, ces différents budgets, et sachant qu'il y a même un troisième budget, celui des collectivités territoriales. Je vous laisse peut-être nous expliquer un peu le fonctionnement. Agathe ? Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs budgets qui sont débattus par l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement, tous les ans. Le PLF, le projet de loi de finances, c'est l'État, les collectivités territoriales. C'est en fait qu'est-ce qu'on fait de nos impôts concrètement. Et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, donc il a été adopté il y a quelques jours et donc est maintenant la loi de financement de la sécurité sociale. Dont les recettes sont issues principalement de nos cotisations sociales, c'est-à-dire de nos salaires, mais aussi de la CSG et de certains impôts. Donc globalement, c'est nous qui payons pour la sécurité sociale, c'est nous qui la finançons et qui finançons ces prestations qui sont distribuées par plusieurs branches qui traitent de problématiques de la sécurité sociale différentes. Il y en a 5. La famille, donc c'est les allocations familiales en gros. La branche de la maladie, qui s'occupe de nous quand on est en arrêt maladie, ou quand on doit acheter des médicaments et se faire soigner. La branche des retraites, la branche qui est en charge de la question de la perte d'autonomie et la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles. Voilà les branches de la sécurité sociale qui sont couvertes par la loi de financement de la Sécu. Et donc tout ça, c'est voté au Parlement et laissé gérer au quotidien, si je ne dis pas de bêtises, par les organisations syndicales dans le cadre de la gestion paritaire également. Oui, donc les syndicats siègent dans les instances de ces caisses, des caisses de sécurité sociale, et ont accès aux données qui sont produites par ces caisses, ont beaucoup moins de pouvoir que précédemment, donc ça c'est un problème, et la CGT revendique la gestion de ces caisses par les salariés, qui sont ceux qui produisent les richesses, et donc devraient gérer eux-mêmes leur sécurité sociale. Ce qui est intéressant avec ce budget, on a vécu quand même là des mois qui sont inédits, parce qu'il y a eu des annonces très très violentes faites par François Bayrou, donc l'ancien Premier ministre, au milieu de l'été, le 15 juillet, qui nous annonçait des choses très très graves, j'y reviendrai. Il y a eu très vite une réaction forte de la population française au plein cœur des vacances, avec une pétition de lancée, l'intersyndicale qui repart et qui appel à des mobilisations. Et ce qui fait qu'il y a eu une attention très très forte portée à ce budget, qui a conduit à la chute du gouvernement Bayrou à la rentrée. Et c'est une attention qui est assez inédite dans le pays et qui est très bonne en fait. C'est très bien qu'on puisse à nouveau débattre de ce qu'on fait avec notre argent, avec nos cotisations sociales. Oui, on en parlait tout à l'heure. Rarement un débat budgétaire n'avait mobilisé autant les foules et l'intérêt des Français, des Françaises, des salariés. Oui, tout à fait. Et c'est une très bonne chose qu'il faut continuer à nourrir. Je ne sais pas si tu veux compléter, Là, Thomas. en fait, dans la continuité, bonjour à toutes et tous. Moi, dans la continuité de ce que tu viens de dire, Agathe, ce qui change pour beaucoup de gens, c'est qu'en gros, sur la question des budgets, personne n'y comprend rien, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en gros, depuis 2017, il y avait un vote du budget avec
le doigt sous la couture du pantalon et qui votait à la va-vite le budget. Puis il y a eu l'utilisation permanente du 49.3, utilisation antidémocratique, sans débat. Et du coup, on est dans la difficulté, les salariés sont dans la difficulté pour comprendre les différents budgets et qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des syndicats pour expliquer la loi, décortiquer le droit. C'est à ça que sert un syndicat. Et c'est bien qu'on ait ce moment un peu long pour expliquer comment, en gros, ça fonctionne. Et dans la continuité complète de ce que vient de dire Agathe, c'est la première fois dans l'histoire sociale qu'il y a une mobilisation sur la question du budget de la sécurité sociale et du budget de l'État, sur la question des budgets avec le 10 septembre, 18 septembre et 2 octobre, où en cumul, il y a eu plus de 2 millions, près de 2 millions de personnes qui ont participé à un moment ou à un autre aux manifestations. C'est dire la colère populaire qui est extrêmement importante. La CGT a été de toutes, ce qui n'est pas le cas de tous les syndicats, puisqu'on essaie de défendre à la fois, d'accompagner sans récupérer la colère populaire comme on l'a fait le 10 septembre et de travailler à une intersyndicale pour massifier les mobilisations. Et surtout, ce qui est moins connu peut-être, et on regardera dans le détail ce qu'il y avait et ce qu'on a réussi à nettoyer de ce budget austéritaire, c'est l'histoire des 3 budgets sur lesquels Agathe a commencé à expliquer. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le budget de l'État et des collectivités territoriales. Le budget de l'État, c'est le plus endetté. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a des aides publiques aux entreprises privées et de l'autre côté, il y a des cadeaux fiscaux aux plus favorisés, aux plus fortunés. C'est 1000 milliards de dettes de plus. Ça, c'est le budget de l'État, le plus endetté. Le deuxième budget, donc celui des collectivités territoriales, nos routes, nos collèges, tout ce qui est en région ou en municipalité, ou dans les départements, c'est le moins endetté, mais c'est quand même l'austérité. C'est là où on voit que justement, il y a de moins en moins de services publics au quotidien, et ça, on le perçoit très très bien, quel que soit l'endroit où on habite en France. Et le troisième budget, le moins endetté, le plus attaqué, c'est celui de la sécurité sociale, celui qui est le haut de notre fiche de paye, ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire le brut qui est en haut de notre fiche de paye, pas le net en bas à droite, hein, celui qui nous permet de vivre au moins le mois, mais celui où il y a toutes ces lignes qui servent ici pour les accidents de travail, là-bas en cas de licenciement, ici encore en cas de maladie, donc pour les aléas de la vie, c'est ça le salaire brut, et pour les moments de bonheur que sont la parentalité ou la question des retraites. Et déjà d'expliquer ça, de dire il y a 3 budgets, un qui est de l'État, c'est l'impôt, l'autre les collectivités territoriales, donc une partie de l'impôt aussi, et le reste, le brut, la cotisation sociale. C'est pour ça qu'avec Agathe, on a signé une tribune initié une tribune qui s'appelle Vive la cotisation sociale. C'est sur le budget qu'on appelle depuis 1995. On se fête les 30 ans des grandes grèves de 1995 qui ont passé le budget de la sécurité sociale en acronyme que j'arrive même pas à répéter, PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est en fait le fait que c'est le Parlement maintenant qui décide de notre salaire. C'est une dinguerie. Alors que originellement, puisqu'on fête les 80 ans de la sécurité sociale, avant, normalement, quand on a dit pour mettre à l'abri du besoin, des risques et des aléas de la vie, une partie du salaire socialisé, donc le haut de notre fiche de paye, eh ben, c'était voté démocratiquement. Il y avait, comme le représentait la population, un quart des patrons, trois quarts des salariés, et c'était nous qui décidions, c'est normal, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui cotisons, c'est bien à nous de décider. Et progressivement, il y a eu en 1967 les ordonnances de la sécurité sociale qui ont passé dans le paritarisme, au lieu que ce soit un quart les patrons, trois quarts les salariés, c'est-à-dire en fonction de ce que représentent les actifs, ben là, il y a eu moitié-moitié, la moitié les patrons, la moitié les salariés, déjà ça sent l'arnaque, et maintenant, depuis 1995, depuis 30 ans maintenant, il y a le PLFSS, sur lequel on n'y comprend d'habitude rien, mais la CGT, elle est justement là pour expliquer. Mmh. Oui, et par ailleurs, on parle souvent de la légitimité des politiques à imposer ces réformes à travers les institutions, mais il y a aussi une légitimité syndicale, parce que les syndicats aussi, ce sont des personnes élues par les salariés dans les entreprises pour représenter leurs intérêts, et on a supprimé ces élections, notamment à la sécurité sociale. Donc c'est un peu des choses qui sont faites dans le même temps. Mais moi, je veux bien rebondir là-dessus quand même aussi. Allez, vas-y, Parce va, vas-y. que l'impôt, c'est très important, c'est normal que ce soit le Parlement qui arbitre les impôts. Les députés de la République, ils sont élus pour arbitrer les impôts.
Là où c'est pas normal, c'est que la partie socialisée de notre salaire, ce sur quoi j'insiste, on dit, comme formule pour discuter avec les collègues de travail, le net, c'est pour le mois, c'est pour vivre au jour le jour, c'est en bas à droite de la fiche de paye et le brut, ça donne des droits. Et je le disais, en cas de maladie, accident, licenciement, parentalité ou pour nos retraites, justement. Et jusqu'à présent, c'était à nous de décider ce qu'on faisait de notre salaire. Et le fait de le sortir, comme ça a été fait, d'abord par ordonnance avec le paritarisme, puis ensuite par le Parlement, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, dans le pays, 90% des actifs, de celles et ceux qui travaillent, ce sont des salariés. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui produisons les richesses. C'est pour ça que la CGT est très attachée au fait que la sécurité sociale doit reposer sur la cotisation, sur ce qui crée de la richesse. Et il n'y a pas que la CGT qui pense ça, hein. Le site du ministère de l'économie explique très bien où se crée la richesse dans le pays, dans l'entreprise. Qu'est-ce qui crée la richesse? C'est le travail. Qui travaille? À 90% des actifs, c'est les salariés. Donc c'est bien aux salariés de décider de la part socialisée. Les patrons, les professions libérales, ils ont leur caisse à eux. C'est leur choix, c'est leur droit, c'est à eux de les arbitrer, c'est pas nous qui les arbitrons. Mais notre salaire socialisé, c'est à nous d'y revenir et c'est pour ça qu'il y a un désaccord déjà avec, ou une méconnaissance en tout cas avec des fois des députés ou des organisations quelles qu'elles soient. Si on n'explique pas le bon cheminement, bah, et on comprend pas, on pense que tout ça, c'est le budget, mélangé, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Alors, on nous fait signe dans le chat qu'il faut parler plus proche des micros qui sont juste devant vous parce qu'ils ont du mal à entendre et peut-être qu'on peut augmenter légèrement le son dans les micros là, du côté de la régie. Mais effectivement, sur cette question du salaire, du coup, il y a une autre incohérence, c'est que quand on parle du PLFSS, du coup, on ne parle pas de la question des salaires, alors que c'est la principale source de financement de la sécurité sociale, et on va tenter de réparer ça dans cette émission. J'aimerais revenir un peu sur justement ce PLFSS, donc projet de loi de la sécurité sociale. Avant les mobilisations dont vous parliez, historiques à la rentrée du 18 septembre, du 2 octobre, de l'intersyndicale, du 10 septembre, on avait quand même des annonces de fous furieux à la rentrée. Les jours fériés, c'est ce qui a mis, je pense, le feu aux poudres, mais il y avait d'autres choses. La désindexation de toutes les pensions de retraite, le gel des prestations sociales, le doublement des franchises médicales. Tout ça, on en est où actuellement dans le budget? Et là, je me tourne vers Agathe Le Berder. Oui, je vais faire un point du coup sur ce qu'on a réussi à éviter justement. Tu as parlé de la suppression des 2 jours fériés, dont le jour quand même très symbolique et très important de la commémoration du 8 mai, qui est quand même la victoire sur le nazisme. Le gel des prestations sociales, effectivement, c'est-à-dire aucune prestation, allocation n'aurait augmenté avec les prix qui, eux, continuent d'augmenter. Le gel du barème de la CSG également. D'autres mesures qui sont importantes qu'on a réussi à éviter, c'est toutes les mesures de limitation de la durée des affections longue durée, le doublement des franchises médicales, et puis il y a eu les annonces du 15 juillet, mais quelques jours après, François Bayrou, à l'époque, a envoyé une lettre de cadrage aux organisations syndicales et patronales pour réformer à nouveau le système d'assurance chômage, avec pour objectif de dégager 4 milliards d'euros d'économies. Donc ça voulait dire 1 million de chômeurs, de privés d'emploi, pardon, qui allaient être touchés par ce type de réforme. Et donc ça, c'est sorti, même si, attention, parce qu'il y a quand même un... T'allais peut-être... Oui, justement, il parle de 400 millions aujourd'hui, Oui, donc c'est 10 ça. fois moins. Donc Absolument. Effectivement, Donc on n'est plus sur cette lettre de cadrage. Par contre, il y a une nouvelle lettre qui est arrivée il y a quelques semaines et qui porte cette fois-ci sur des mesures d'économie de l'ordre de 400 millions d'euros, cette fois-ci sur les ruptures conventionnelles, donc énorme vigilance, notamment ici à l'UJIC-CGT, la CGT des ingénieurs cadres et techniciens, avec une négociation qui s'est ouverte le 3 décembre et à laquelle ni le MEDEF ni l'UDEP, c'est-à-dire les patrons des petites entreprises, n'ont souhaité participer, en disant, c'est le message qui a été porté par la troisième organisation patronale qui est restée autour de la table, la CPME, et qui a dit, nous les patrons, voilà ce qu'on demande, on veut pas 400 millions d'économies, on veut 1 milliard. Bon, donc voilà comment s'ouvrent les négociations sur ce sujet. Donc grosse vigilance du côté de la CGT sur ce sujet. Et puis effectivement, le gel des pensions de retraite du régime général, c'est important d'y revenir, je pense. D'abord parce que le gel, il était prévu jusqu'en 2030. Donc là, ils annonçaient un gel pour tout de suite et puis une sous-indexation jusqu'en 2030. Et je voudrais juste expliquer un principe un peu complexe, mais je pense que ça vaut le coup. Parce que la question de
du fait qu'on ne revalorise pas les pensions avec les prix, avec la hausse des prix, ça ne touche pas que les retraités. Les retraités sont évidemment touchés tout de suite. Mm. Mais en fait, il y a un principe dans la loi qui a été posé qui fait que quand on touche le niveau des pensions en termes d'indexation, l'indexation des pensions est arrimée à l'indexation des salaires portés au compte. Les salaires portés au compte, c'est les salaires qui servent à calculer nos futures pensions. Or, quand on désindexe des pensions, ou quand on ne les revalorise pas, eh ben, ça a un impact sur vos salaires qui, dans l'avenir, serviront à calculer votre niveau de pension de retraite. Je ne sais pas si j'ai été claire, n'hésitez pas à me dire si c'est moyen. Oui, ça va, c'est clair. Okay. Mais en tout cas, voici quelle est la loi. Donc souvent, en fait, ce qui s'est passé avec ce budget, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Bayrou attaque très fort en juillet, et il attaque en disant, bon, on a un problème en gros dans notre pays avec les boomers. Donc là, il cible une génération, c'est quand même hyper grave. Et or, cette question des retraites, c'est une question intergénérationnelle, parce que les retraités ne sont pas juste des retraités, ce sont des salariés retraités. Et nous sommes des salariés actifs, donc nos destins sont irrémédiablement liés. Pour revenir, du coup, peut-être je continue sur le budget, mais il y a des mesures qui sont positives à souligner. La création d'un congé de naissance de 2 mois qui sera applicable en juillet 2026. Et puis, une petite amélioration des retraites des femmes qui ont eu des enfants. Par contre, des mesures très problématiques dans ce budget, le fait que le budget des hôpitaux est augmenté, mais de façon insuffisante pour répondre aux besoins. À tel point que la CGT dénonce des suppressions de postes à venir, malgré cette augmentation, parce qu'elle est largement insuffisante. C'est ça. L'effet qu'il va y avoir, c'est des fermetures de lits, en fait, dans les hôpitaux. Le fait qu'on étende la tarification à l'acte, donc c'est ce nouveau mode de financement de l'activité de soins et qui est contesté par tous les agents en fait des hôpitaux parce que ça ne fonctionne pas. Et là, on va l'étendre au secteur du médico-social. La taxation des mutuelles, alors ça, c'est un énorme problème parce qu'à chaque fois qu'on augmente le coût des mutuelles, la taxation des mutuelles, ça se répercute généralement sur les personnes qui cotisent, c'est-à-dire les salariés. Donc ça va être une énorme bataille parce que dans la loi de financement de la sécurité sociale, il est dit on va augmenter la taxation des mutuelles, mais attention, les mutuelles ne pourront pas répercuter ça sur les cotisants. Donc il va falloir être hyper vigilant là dans les prochains mois pour que ce soit absolument pas le cas. À noter peut-être d'autres choses, le fait qu'on augmente la CSG que sur la question des revenus du capital. Donc ça, c'est des recettes en plus pour la sécurité sociale et c'est une bonne chose. Et puis aussi, une mesure importante qui est la question du décalage de la réforme des retraites. Justement, est-ce que peut-être tous les deux, vous pourriez revenir un peu en détail là-dessus, parce que on a quand même réussi une chose depuis 2023, c'est que le sujet central dans ce pays, à chaque débat budgétaire qui revient, à chaque nouveau gouvernement, c'est la question des retraites. Les Français et les Françaises, les salariés, globalement, n'ont pas avalé la pilule et les gens sont toujours très en colère sur cette question-là. C'est ce qui fait que la CGT aussi, nous, on arrive à convaincre les gens de se mobiliser, c'est qu'il y a vraiment une volonté de revenir et d'abroger cette réforme des retraites. Là, on en est où? Est-ce que le compte y est? Est-ce que la réforme des retraites a été abrogée? Ou, on sait tous, on a entendu, il y a une question de suspension. Qu'est-ce que c'est que cette suspension? Qu'est-ce qu'elle signifie concrètement pour les salariés? Bon, ce qui est très positif, c'est de montrer l'utilité des mobilisations. Pas pour se raconter des histoires, parce que pour l'instant, on n'a pas gagné, mais nos grèves, nos mobilisations, nos manifestations de toute l'année 2023 et celles qui ont suivi, et la CGT, on le disait tout à l'heure, c'est la cheville ouvrière de l'unité d'un côté, mais quand les autres organisations syndicales n'adhèrent pas forcément ou ne sont pas dans ce continuum-là, nous, on essaie de prendre nos responsabilités, comme on l'a fait le 5 juin, où nous étions seuls ce jour-là à appeler à la manifestation. Mais pourquoi? Ce jour-là, c'est la première fois qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu enfin un vote qui a posé la question, est-ce que oui ou non vous êtes pour l'abrogation? Et très majoritairement, les députés de la République ont voté pour l'abrogation. Il y a d'ailleurs eu un nouveau vote dans le PLFSS que Agathe expliquait précédemment, dans l'annexe du PLFSS pour l'abrogation, qui là aussi, encore une fois, était majoritaire. Mais on raconte pas de salade. Pour l'instant, on n'a pas gagné l'abrogation. Ce qu'on a gagné, c'est plusieurs choses. Le premier élément, c'est que
quel que soit son métier, le travail, il est de plus en plus dur. Il y a une intensification du travail, qu'on soit ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre, c'est de plus en plus difficile. Et donc, quand on veut nous faire travailler plus longtemps, dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou dans la vie, eh ben forcément, ça crée des irritants, comme disent les directions d'entreprise. Les gens sont en colère et il y a de quoi être en colère. Et la CGT, elle essaie d'accompagner, parce que le sens de l'histoire, c'est de travailler moins pour travailler mieux et travailler toutes et tous. Et donc, on ne lâchera pas sur la question des retraites. Et à force de ne pas lâcher, on a enfin réussi à ouvrir une première brèche où le président Macron avait dit je ne toucherai jamais sur les 64 ans, je ne bougerai pas quoi qu'il se passe, quitte à s'enfermer, à s'isoler comme il le fait et à avoir des sondages en dessous du niveau de la mer. Ça dit quelque chose quand même sur la situation. Eh ben, on a réussi à, non pas abroger, mais à ouvrir cette première brèche qui décale l'âge de la retraite. Donc pour nous, ce n'est pas satisfaisant, mais ce qui est positif, c'est d'avoir ouvert cette première brèche et de ne pas lâcher. On avait dit que ça lui collerait comme un chewing-gum au basket, et d'ailleurs, toutes celles et ceux qui ont défendu ce recul social se sont pris des déconvenues électorales, puisqu'à chaque élection européenne et législative, tous ceux qui font les malins à l'Assemblée, dans la réalité, avec les citoyens, c'est plus compliqué parce que les gens, la population et les salariés en particulier, sont en adéquation avec ce que défend la CGT, c'est-à-dire l'abrogation de la retraite à 64 ans, revenir aux 62, étape vers les 60 ans pour cette histoire très simple. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, avec qui on discute, ils savent très bien que les mêmes, le patronat notamment, qui poussent à reculer toujours plus l'âge de la retraite, 64 ans, 65 ans, 70 ans, comme le fait l'extrême droite en Italie en ce moment chez Meloni, c'est les mêmes qui nous licencient avant 60 ans. Et donc nous, on cherche un équilibre pour dire arrêtez de licencier les gens avant 60 ans. Déjà, il faut que ce qu'ils appellent les seniors soient au boulot de manière convenable jusqu'à 60 ans. Et ça apporte des cotisations sociales, ce bonheur pour cotiser et avoir nos retraites justement. Donc nos mobilisations, elles ont une utilité. Alors c'est compliqué parce qu'avec les médias des milliardaires, c'est pas ce qu'on voit le plus à la télé, mais le syndicalisme, il est là pour factualiser les éléments. On a le droit de pas être d'accord avec tout ce que dit la CGT, mais sur le déroulé des faits, c'est extrêmement important pour remettre la mairie au milieu du village sur cette question-là. Et on le redit, on ne lâchera pas, seul ou avec les autres, dans tous les cas de figure, ce qui est injuste socialement de nous faire travailler plus longtemps, une ineptie économique, puisque de fait, les gens sont licenciés avant, on ne lâchera pas pour gagner ce qu'on veut, c'est l'abrogation, et c'est une question extrêmement importante pour nous. Je me permets de reposer une question à Agathe Le Berder. Les ingé-cadres et tech aussi surprenants soient-ils, ils sont tout aussi opposés à cette réforme des retraites. Je crois que c'est 90% des actifs, donc des personnes qui travaillent actuellement, et il y a eu des très fortes mobilisations dans l'ensemble des secteurs, y compris, disons, dans des métiers où on peut imaginer que à l'âge de 65 ans, on est peut-être moins physiquement atteint par le travail que d'autres catégories, et pourtant, là aussi, une opposition forte. Comment vous analysez ça et quelles sont peut-être vos revendications côté UGICT sur la retraite des cadres, ingénieurs, cadres, techniciens, professions intermédiaires? Oui, tout à fait. En fait, l'ensemble du salariat, comme tu le disais, est opposé à cette réforme et globalement au décalage dans la vie de l'âge légal de départ à la retraite et globalement au décalage dans la vie de l'âge auquel on peut accéder à une retraite. Or, on a un problème aujourd'hui aussi avec la durée de cotisation qui est exigée pour pouvoir atteindre une retraite pleine et entière, qui s'éloigne de plus en plus. Enfin, pour ma génération, c'est 43 ans. C'est juste inatteignable d'avoir une retraite à un âge décent dans ces conditions, puisque ce qui est important pour tous les salariés, c'est d'avoir une retraite qui leur permette de vivre et surtout de maintenir leur niveau de vie. Et le système de retraite a été conçu pour que, au moment où je passe à la retraite, je peux garder mon logement, ma voiture, mes habitudes socioculturelles, me nourrir toujours au même endroit, etc. Et donc, les revendications, notamment de ces salariés-là, c'est la question de cet ajustement et donc de la prise en compte des années d'études dans le calcul de la retraite, par exemple. Et c'est quelque chose qui a été porté par Sophie Binet, donc la secrétaire générale de la CGT, lors de la conférence travail, emploi, retraite, là, qui a été lancée il y a quelques jours par le gouvernement. Elle a dit 3 choses qui sont importantes dans son intervention. La première, c'était une intervention qui ne portait que sur la réforme des retraites et sur la nécessité d'abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Pardon. La première chose, c'est la nécessité d'augmenter le financement
de nos retraites et de lever le tabou là-dessus. Mm. La deuxième chose, c'est refuser net la retraite par capitalisation, qui est une retraite qui n'est absolument pas sécurisée et qui ne À garantit l'américaine, pas. quoi, le privé. Exactement, et qui aujourd'hui c'est des discussions qui flottent en l'air depuis plusieurs mois là, qui sont évidemment portées par le patronat qui derrière est talonné par toute l'industrie des assurances, des fonds de pension, qui évidemment veut des parts de marché nouvelles et s'attaque pour ça à notre retraite socialisée qui est la retraite par répartition de la sécurité sociale. Et le troisième point que Sophie Binet a souligné, c'est la nécessité d'avoir comme horizon collectif la retraite à 60 ans, le droit à partir de 60 ans, avec la prise en compte des années d'études dans le calcul des retraites, sachant que la revendication de la CGT, c'est un droit à partir de 60 ans à la retraite, 55 ans pour les métiers pénibles, avec 75% du dernier salaire, ce qui permet de maintenir son niveau de vie et la prise en compte des années d'études. Un point d'ailleurs, je rebondis sur aussi ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, sur la question des licenciements de seniors. Évidemment, chez les catégories de salariés qualifiés à responsabilité, c'est un vrai problème, puisque les patrons préfèrent se débarrasser de salariés qui coûtent à leur sens trop cher, puisque leur qualification leur donne droit, avec l'ancienneté, à une rémunération d'un niveau particulier. Et là, dans le PLFSS, a justement été voté quelque chose qu'on n'avait pas réussi à obtenir lors de la négociation sur l'emploi des seniors qui a eu lieu l'année dernière, qui était le fait que les négociations dans les entreprises sur le thème des seniors, qui sont maintenant obligatoires dans les entreprises de plus de 300, donne lieu à des sanctions si elles ne sont pas mises en œuvre, en fait. Si le patron refuse de négocier sur ce sujet, il est sanctionné. Et ça, c'est dans le PLFSS, il y a un malus sur les cotisations patronales, donc ça, c'est intéressant à noter, en tout cas, dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Après, j'ai deux autres points un peu techniques que j'aimerais bien souligner sur les salaires et les cotisations. Un premier point, c'est dans le PLFSS, dans la loi de financement de la Sécu, a été adopté le fait que l'État, enfin, compense les exonérations de cotisations sociales qu'il met en place. Donc, il dit à la sécurité sociale, bon, vous allez avoir un manque à gagner sur vos recettes cette année, puisque je vais donner comme cadeau aux patrons le fait de les exonérer des cotisations sociales qu'ils vous doivent à la sécurité sociale. Et normalement, l'État doit compenser, doit dire, bon, vous avez votre manque à gagner, donc je compense avec des impôts, avec des financements publics. Et depuis plusieurs années, il y avait une non-compensation d'une partie de ces exonérations de cotisations sociales. C'est quand même important parce que c'était de l'ordre de 3 milliards d'euros. Donc c'est une somme importante. Alors que la loi prévoyait explicitement, depuis les années 90, il y a une loi de 94 qui s'appelle la loi Veil. Si en régie, on a l'extrait de Légifrance pour montrer cette loi, mais qui disait explicitement que l'État doit compenser toute exonération de cotisation qu'il met en place dans la sécurité sociale. Et malgré ça, l'État ne le faisait pas, et là, ils se sont engagés à reverser l'argent qu'ils doivent à la Sécu. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est le fait que dans la loi de financement de la sécurité sociale, sont mises en place, attention, ça va être technique, des sanctions pour les entreprises qui dépendent de branches professionnelles dans lesquelles les accords sur les salaires font que les minima de branche, les salaires les plus bas qui sont versés aux salariés sans qualification, sont inférieurs au SMIC. La règle, normalement, c'est que le SMIC, c'est le salaire le plus bas qu'on doit avoir dans le monde du travail. Mais la vérité, c'est que dans certaines branches professionnelles, dans certains secteurs, dans tous les secteurs, dans tous les grands travail secteurs, social, je crois. il y a le travail social, mais pas uniquement. Il y a aussi l'agroalimentaire. Exactement. Il y a des secteurs dans lesquels le premier niveau de salaire est inférieur au SMIC. Et ça, c'est complètement dingue. Et pour que ça soit clair pour nos spectateurs, ça ne veut pas dire que les gens sont payés en dessous du SMIC, ça veut juste dire qu'il leur faut 3 à 4 ans pour commencer, en termes d'ancienneté, éventuellement à aller sur des échelons supérieurs au SMIC. Normalement, personne n'est censé être payé en dessous du SMIC. Petit rappel pour les gens qui le sont. Si c'est le cas, contactez la CGT. Absolument. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a des secteurs entiers professionnels, une industrie qui ont des minima, qui considèrent que le salaire d'entrée dans leur métier, c'est un salaire qui n'a pas à être supérieur au SMIC. Et donc, ils refusent, dans la négociation, de porter ce salaire à un niveau
juste au-dessus du SMIC, quoi. Et pourquoi c'est important, cette question-là? Parce que les exonérations de... Bref, je veux pas vous embrouiller parce que moi-même je m'embrouille, donc je me reprends. Mais là a été mise en place une sanction qui porte sur le système d'exonération des cotisations sociales. En gros, ce qui est adopté, c'est si votre niveau de rémunération minimale est inférieur au SMIC, alors les exonérations dont vous bénéficiez, ce cadeau dont bénéficient les patrons, sera plus calculé sur le SMIC, mais sur le niveau de rémunération minimale que vous avez dans votre branche. Je ne sais pas si c'est clair. Concrètement, ils auront moins de cadeaux. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Concrètement, ils auront moins de cadeaux, mais surtout, peut-être, Thomas, je ne sais pas si tu veux réexpliquer, parce que tu es plus fort que moi pour expliquer en pédagogie le système des exonérations. Mais ce qui est important pour moi avec cette mesure, c'est que, la question des exonérations de cotisations sociales, elle est revenue dans le débat public ces dernières années et on a vraiment essayé avec la CGT là, de la porter au maximum pour que les salariés comprennent, les salariés se saisissent du sujet, posent des questions à leur employeur sur ce sujet et puis qu'on puisse se mobiliser pour obtenir leur suppression parce que c'est anormal qu'on ait mis en place ce système qui subventionne en fait, sans garantie de quoi que ce soit, sans effet bénéfique sur l'emploi ou les salaires, qui subventionnent les entreprises indirectement. Ça a été dans le débat public avec un rapport dont j'avais parlé au dernier Twitch, qui est le rapport Bozio-Wasmer, qui a été publié l'année dernière. Ce que, très bien, c'est bien des études, mais ce qu'il faut, c'est des actes. Et ce qu'avait fait Elisabeth Borne quand elle était Première ministre, c'est qu'elle avait annoncé à la conférence sociale cette sanction dont je viens de vous parler. Elle avait dit, pour les branches qui refusent de négocier, qui n'ont pas une dynamique de négociation salariale suffisante, on les sanctionnera en travaillant sur ces exonérations de cotisations sociales. Et ce qu'on voyait là, mois après mois, à la CGT, et ce qu'on disait au ministère du Travail, c'est là, on compte des branches par dizaines qui ne respectent pas le SMIC, qui ne renégocient pas des minima supérieurs au SMIC. Donc il va falloir agir. Et dans le précédent PLFSS, n'a pas pu être adoptée cette question de la sanction. Et là, elle y est. Donc ça ouvre vraiment une brèche qui est importante à mon sens, c'est que ça envoie le message aux employeurs. Si vous refusez d'être dans une philosophie où vous devez bien payer vos salariés, on vous sanctionnera au porte-monnaie. Et ça, c'est très important. Il va falloir pousser pour aller beaucoup plus loin. Alors, de toute façon, on peut avoir l'impression que c'est technique, mais je pense que les salariés en question, qui sont concernés par ces fameux échelons en dessous du SMIC, eux, pour le coup, ils savent très bien de quoi on est en train de parler. Et justement, j'aimerais rebondir sur la question du financement et des exonérations de cotisations sociales. Il y a un autre rapport qui a été publié, c'est celui du Sénat, du sénateur Fabien Gay, qu'on avait reçu ici d'ailleurs à l'UGICT, à l'émission Perspective, sur la question des exonérations de cotisations sociales et des aides aux entreprises sous forme d'exonération d'impôts ou même des aides directes aux entreprises, qui chiffrent globalement le volume des aides aux entreprises à 211 milliards d'euros en 2024, ou 2023, et qui globalement faisait le constat que l'État était même en difficulté pour savoir même le montant de ces aides, tellement qu'elles étaient faramineuses et distribuées dans tous les sens, et surtout sans contrepartie aux entreprises en guise de création d'emplois, en guise d'embauche ou d'investissement. Au niveau de la sécurité sociale, si je ne dis pas de bêtises, vous me direz si je me trompe, il me semble que c'est 80 milliards d'euros sur ces 211 milliards d'euros d'exonération de cotisations qui, globalement, dans leur majorité, sont compensés par la TVA. En gros, les impôts qu'on paye à chaque fois qu'on fait nos courses, qu'on achète des fruits et légumes au supermarché, on va payer 5 à 20% de TVA. Peut-être laisser Thomas rebondir là-dessus. Est-ce que, on est revenu sur ces exonérations, et deux, quelles analyses en faites-vous à la CGT là-dessus? En fait, il y a plein de choses, et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des temps longs pour bien se comprendre. Dans la continuité exacte de ce que vient de dire Agathe, premier élément que tout le monde comprend bien, le mensuel le plus lu de France, ça s'appelle la fiche de paye. Et en fait, il faut commencer de ça. Donc chacun prend sa fiche de paye. S'il l'a pas, il l'a quand même en tête. Il voit en bas à droite le salaire net. Bon. Ensuite, juste au-dessus, il y a l'imposition si on paye des impôts. Puis ensuite, toutes les lignes que j'ai expliquées qui s'appellent les cotisations sociales
et une partie de l'impôt. Ils ont aussi mélangé les deux pour nous arnaquer justement et étatiser la sécurité sociale, ce qu'on disait précédemment. Et encore au-dessus, une fois qu'il y a le tableau avec toutes les lignes, il y a en haut à droite, généralement, votre nom, prénom, adresse. Et à gauche, il y a la convention collective, ce dont a évoqué Agathe, avec certaines conventions collectives. Donc, soit c'est un numéro, soit il y a le nom exact de la convention collective dont vous dépendez. Mais dans les deux cas de figure, en France, on a ce bonheur depuis 1936, 90 ans l'année prochaine, d'être couvert à 90% par une convention collective. Ce sont les branches professionnelles. Ou les branches professionnelles, voilà. Et en fonction de celle dont on dépend, on est concerné plus ou moins par des minima de branches qui sont en dessous du SMIC. C'est ce que vous a bien expliqué Agathe. L'élément le plus dingue pour les syndicalistes, c'est que alors que la loi oblige à ce qu'on ne peut pas être payé en dessous du SMIC, on passe un temps complètement fou, un temps perdu, à remettre le minima de branche au niveau du SMIC, alors que le SMIC, c'est la loi et c'est le droit. Donc il y a des aides, il y a des entreprises qui touchent des aides publiques et qui respectent pas les valeurs de la République, puisqu'ils s'affranchissent du droit général. Donc, déjà, première chose, on veut remettre la mairie au milieu du village, comme je le disais tout à l'heure, en disant « Arrêtez de nous fatiguer, il ne peut pas y avoir de convention collective dont certains niveaux sont en dessous du SMIC. » Et la disposition que vous a expliquée Agathe va permettre de corriger ça rapidement, et on attend les décrets parce que la loi ne suffira pas, pour qu'il n'y ait plus de conventions collectives dont un ou plusieurs minima de branches sont en dessous du SMIC. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, puisque je partais de la fiche de paye, il y a un truc très important. Sur votre fiche de paye, il y a parfois marqué un mot affreux qui s'appelle allègement de cotisation sociale ou allègement de charges. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on discute du PLFSS, du budget de la sécurité sociale, de ce qui fait corriger nos aléas de la vie ou nos moments de bonheur. Et au lieu d'appeler ça protection, ils appellent ça charge, c'est donc que ça pèse lourd et qu'il faut donc alléger. Donc le deuxième élément, pas que pour les syndicalistes, mais pour tous les citoyens, pour tous les salariés, il faut expliquer les termes. Il n'y a pas d'allègement, parce qu'il n'y a pas de charge, il n'y a que de la cotisation du salaire socialisé. Et cette idée génialissime qui est la sécurité sociale, dont bien des pays nous envient, qui fête ses 80 ans, c'est une idée d'avenir, à l'inverse de ce que veulent faire certains qui doivent avoir des visions pour leurs affaires, c'est que la différence entre ce qui est public et ce qui est privatisé, c'est que ces milliards d'euros qui sont du salaire socialisé, ça passe pas dans les mains des marchés. Il n'y a pas d'intermédiaire. Directement, des salaires aux pensions, c'est ça la cotisation. Et cette idée géniale qui nous protège, qui fait que contrairement à ceux qui veulent transformer notre carte vitale en carte bancaire, eh ben, nous, on se protège de leurs affaires et ils vont pas faire de business sur notre salaire socialisé. Et c'est dans cet ordre-là qu'il faut absolument expliquer, parce qu'une fois qu'on a expliqué ça, on comprend mieux que toute l'histoire des exonérations de cotisation qu'ils appellent allègement de charges, c'est une grosse arnaque. Une grosse arnaque parce que justement, ça fait partie de cette colossale somme d'aide publique aux entreprises, des 211 milliards d'euros que Fabien Gay est venu ici présenter comme co-rapporteur de cette commission, et qui dit le scandale national. Tout le monde, et Agathe a beaucoup intervenu là-dessus, hein, en disant, rappelez-vous toutes et tous, le 15 juillet, il y a Bayrou qui, la main sur la cœur, fait peur avec tout le monde, en mélangeant la question de la dette, des 3 budgets, ce qu'on a dit au début de l'émission, et en disant, mes chers compatriotes, 5 000 € de dette de plus par seconde. Bah, tout le monde nous a dit, 5 000 balles, c'est beaucoup d'argent. 5 000 € de plus de dette par seconde, il y a de quoi avoir peur, c'est beaucoup d'argent. Chaque seconde qui passe, 5 000 € de dette de plus. Du coup, comme on est syndicaliste, on a cherché à creuser. Parce que les représentants qui sont en train de nous vendre leurs idées, où on sent qu'il y avait quand même une arnaque, on a regardé 5 000 € de plus par seconde de dette, combien représentent les aides publiques aux entreprises privées? Les 211 milliards d'euros. Eh ben, les aides publiques aux entreprises, 211 milliards d'euros, c'est 6 600 € par seconde. Beaucoup plus que la dette. Et donc, d'un côté, on a pu remonter le fil en disant, attendez, c'est une grosse arnaque. Oui, l'État est endetté. Pourquoi ?
les aides publiques aux entreprises, 211 milliards d'euros par an, et de l'autre côté, les cadeaux fiscaux aux plus fortunés, les 500 personnes les plus riches ont 42% du patrimoine du pays. Enfin, c'est une dinguerie. Ils sont quelques-uns à concentrer toutes les richesses. Donc, c'est un scandale. Et nous, on décortique et on dit ça suffit. Et grâce au rapport sénatorial notamment, qui est plus radical que ce qu'avait dit la CGT. Nous, on est très mesuré, la CGT. On avait dit que c'était 200 milliards d'euros. On est désolé, on s'est trompé, c'est beaucoup plus. C'est 211 milliards d'euros. Et c'est maintenant qu'on est là sur cette explication des aides publiques, il y a d'un côté des aides directes aux entreprises, soit des allègements fiscaux, soit des aides directes à des terrains qui sont donnés par les collectivités pour monter des entreprises, soit des aides à l'investissement machine, soit des exonérations de cotisations, tout ce que vous a parfaitement expliqué Agathe, c'est-à-dire nous prendre un bout du salaire socialisé, nous prendre un bout des cotisations. Pire, c'est qu'on admet, dans l'état de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, que nos impôts prennent en charge une partie de notre salaire à la place des entreprises. C'est-à-dire qu'on dit qu'aujourd'hui, et c'est ce que tu as commencé à évoquer, on a compris, le PLFSS, c'est essentiellement la cotisation sociale. Les lignes de notre salaire en haut de la fiche de paye. Mais le budget de l'État, c'est quoi? C'est deux choses, des taxes sur le tabac, l'essence, etc. Et d'ailleurs, quand il y a des taxes injustes, il y a des colères populaires, c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, et des impôts qui, pour nous, sont plus justes, mais l'impôt tel qu'il est aujourd'hui ne l'est pas suffisamment, parce que le plus fou, c'est que la moitié du budget de l'État, quasiment, en tout cas le premier impôt collecté, c'est aussi l'impôt le plus injuste, comme par hasard, c'est la TVA. Et donc, on paye deux fois. En fait, quand je suis citoyen consommateur, je fais mes courses, je paye de la TVA, et ça représente près de la moitié du budget de l'État. Et avec cet argent-là, au lieu de développer des écoles, des routes, de la recherche, des services publics sur tous les territoires, et il en manque tellement, au lieu d'utiliser cet argent-là pour ça, on pallie à ce que ne veulent pas payer les employeurs, à ce que ne veulent pas payer les entreprises, avec les exonérations de cotisations. Et ça, c'est la CGT qui a levé ce scandale national, qui dit, et là, accrochez-vous, plus mal on paye les gens, plus on a des aides publiques aux entreprises privées. Plus les salaires sont proches du SMIC, plus les salaires sont bas, plus on a des exonérations de cotisations. C'est pour ça qu'on est très insistant, comme Agathe l'a explicité, sur la question des exonérations, parce qu'on se dit, attendez, non seulement l'employeur, il a intérêt à mal payer les salariés, moins bien il va payer les gens, plus il va pouvoir utiliser le profit réalisé pour autre chose, notamment les dividendes, puisque la France est championne d'Europe de versement de dividendes. Mais en plus, il y a un truc incitatif fait par l'État qui dit « paye mal tes gens, tu vas toucher beaucoup d'argent par les exonérations de cotisations ». Et là, la CGT a non seulement levé le scandale, a contraint les deux économistes que Agathe citait, Antoine Bozio et Étienne Vasmer, à corriger leur copie parce qu'on n'est vraiment pas d'accord avec eux. On leur a dit, on le défend, c'est pour nous des économistes libéraux, mais même eux, ils ont reconnu que ce qu'ils disaient la CGT était vrai et qu'il y avait un problème, qu'il fallait peut-être arrêter de diminuer le coût du travail, parce que finalement le travail, on dit jamais que ça crée des richesses, on dit tout le temps que c'est un coût, donc on prend les choses à l'envers. Et la dernière chose, c'est que en fait, on a empilé les dispositifs d'exonération de cotisation et du coup ça provoque l'histoire du tassement des salaires. Aujourd'hui, une personne sur deux qui nous regarde touche moins de 2200 € net. Le SMIC, il est à 1443 € net, 1823 € net au 1er janvier 2026. J'anticipe sur ta question d'après. Le salaire médian, c'est-à-dire que la moitié des 11 millions de salariés du privé, ils touchent moins de 2200 balles. Et il y a un tassement des salaires, parce que quand on est dans ces trappes-là, à bas salaire, on touche un maximum d'exonération et ça incite encore plus les entreprises à mal payer les gens. Et de tout ça, on déroule le fil à l'envers, on leur dit c'est pas possible, la cotisation, c'est pas des charges, c'est du salaire, vous allez les payer, c'est pas à l'État de prendre en charge une partie des salaires, et contrairement à ce qu'on se disait, parce que là aussi, la CGT, elle est très équilibrée, peut-être pas assez radicale, puisque jusqu'à présent, on disait ça n'a pas d'effet sur l'emploi, et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'économistes qui disent les exonérations de cotisation n'ont pas d'effet sur l'emploi. Il y a eu d'autres créations d'emplois dans d'autres pays dont le coût du travail est supérieur, première chose. Deuxième chose, avant on disait modestement ça n'a pas d'effet sur les salaires.
C'est pas vrai. Ça a un effet très négatif puisque ça participe au trappe au bas salaire et au tassement des salaires. Donc, non seulement on vous vole une partie de votre salaire socialisé, mais en plus, on encourage les entreprises à vous maintenir au plus bas. Et ça, je crois que ça concerne l'ensemble du salariat. Alors, tu as lu mes fiches, donc tu sais que j'allais poser des questions sur les salaires, mais ça concerne l'ensemble du salariat, y compris les ingénieurs des tech. Je voulais revenir un peu là-dessus. Alors, on a parlé du SMIC qui va augmenter seulement de 1,18%, donc c'est une augmentation, c'est plutôt une mise à niveau mécanique. Il n'y a pas de coup de pouce et d'augmentation considérable, comme le demande la CGT, du SMIC cette année, mais il y a aussi dans les entreprises, on le constate, des négociations annuelles obligatoires qui ont lieu en ce moment même, où dans toutes les boîtes, on est sur des augmentations minimes, 1-2%. On le recevait Thales l'autre jour, c'était 0% d'augmentation chez Thales Systèmes, il me semble, sur les dernières négociations. Et ça, cette chose-là, on la voit partout se reproduire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien aujourd'hui entre austérité budgétaire du côté de l'État, austérité budgétaire du côté de la sécurité sociale, et puis austérité budgétaire dans les entreprises où on fait tout pour maintenir les salaires à leur niveau le plus bas? Oui, tout à fait. En fait, en plus, on peut voir l'enchaînement là, comment ça s'est joué le jeu entre le patronat et le gouvernement cet été. François Bayrou fait ses annonces en juillet, quelques semaines avant que s'ouvrent les premières négociations annuelles obligatoires dans les entreprises, puisque généralement, les premières NAO, elles se font au tout début de l'automne, un peu après la rentrée. Donc là, il a vraiment donné le ton. Pourquoi ? Parce que dans ses annonces à François Bayrou, il y avait une annonce claire qui était « je vais geler le salaire des fonctionnaires ». Donc cette année, il n'y aura pas de hausse des salaires en fonction de l'inflation. Donc ça c'était le signal qui était donné et qui était en gros qui était envoyé au patron de dire vous pouvez faire exactement la même chose. Et l'État, premier employeur, montre l'exemple. Exactement. Et on voit le résultat là aujourd'hui dans les NAO, des NAO qui sont, mais depuis plusieurs années en fait, depuis que l'inflation est élevée, depuis qu'on a connu la crise de 2022. Les NAO sont de plus en plus durs, avec des directions d'entreprise qui se radicalisent dans leur refus d'augmenter les salaires. Il faut faire des grèves plus nombreuses, plus longues, pour pouvoir obtenir parfois des hausses de salaire. Donc c'est vraiment admirable, tous les salariés et tous les syndicalistes qui se mobilisent et qui organisent la mobilisation dans les entreprises dans la période sont très courageux et courageuses, et je tiens à le souligner parce qu'ils arrivent à arracher des choses super, notamment des hausses de salaire quand ils y parviennent en brut, c'est-à-dire avec des cotisations, pas uniquement des primes, puisque tout cela, le système a été bien pensé par le patronat, qui a proposé au gouvernement de mettre en place de plus en plus de modes de rémunération non cotisés, qui puissent à terme se substituer aux salaires cotisés, socialisés dont on a parlé tout à l'heure. Comme certaines primes, par exemple, les primes Exactement. exceptionnelles. Tout à fait. Comme la prime de partage de la valeur, par exemple, c'était la prime Macron, entre guillemets, et qui n'est pas cotisée et est une incitation pour les patrons à ne pas verser du salaire en plus, qui est le salaire est pérenne, hein, il est versé, évidemment, l'augmentation elle se fait sur tous les mois, tous les ans, ce qui n'est pas le cas des primes. Et donc on a des NAO de plus en plus durs, mais peut-être qu'on y reviendra sur aussi les outils que propose la CGT pour s'organiser collectivement et faire face à cette situation. Et à la CGT, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il y a une solution simple pour faire face à ce problème d'inflation notamment, et du fait que les salaires se tassent. Ça s'appelle l'échelle mobile des salaires. C'est le fait d'indexer l'ensemble des salaires sur les prix. Parce qu'aujourd'hui, seul le SMIC est un salaire qui évolue en fonction du niveau des prix. Et on a testé d'ailleurs auprès des salariés qualifiés à responsabilité, les ingénieurs, cadres et techniciens, cette idée-là. On leur a demandé, est-ce que vous seriez favorable à ce que votre salaire soit indexé sur les prix ? Et il y a, 8 cadres sur 10, 9 professions intermédiaires sur 10 qui nous disent oui. Donc c'est une vraie attente aujourd'hui dans le pays d'avoir un système qui permette de avoir un salaire qui évolue en fonction des prix, et puis derrière, utiliser la négociation collective, le temps précieux de négociation avec l'employeur, à d'autres choses, en fait, que juste, comme le disait Thomas tout à l'heure, courir après la hausse des prix, courir après l'augmentation du SMIC, etc. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y a une étude de la DARES, donc un organisme de l'État, qui disait que, en gros, dans les entreprises où il y a eu un conflit social et une organisation syndicale, les salaires sont en moyenne
plus élevé parce que les salariés se sont organisés. Donc d'un côté, il y a ce que disait Agathe tout à l'heure sur la radicalité patronale, où les représentants des directions d'entreprise sont de plus en plus obtus à refuser les augmentations de salaire, et on a évoqué la question des tassements des salaires, et tous les salariés sont concernés, quel que soit son niveau, sa qualification, puisqu'il y a une compression des salaires entre le SMIC, donc qui passe à 1823 euros bruts, 1443 euros net, et le salaire médian, c'est-à-dire la moitié des salariés gagnent moins que le salaire médian, soit 2200 euros net, 2800 euros bruts. Donc il y a une compression des salaires. Mais l'État, qui a un élément sur lequel il peut jouer, c'est la question du SMIC, et donc de le revaloriser au-delà de l'inflation. En fait, il y a 3 moments où on peut revaloriser le SMIC. Au 1er janvier de chaque année, il est mécaniquement augmenté d'autant que de l'inflation, pour faire court. C'est pour ça que là, ce n'est pas du tout une augmentation, c'est un ajustement mécanique de 1,18% au 1er janvier 2026. Dès lors que l'inflation est supérieure à 2% au cours de l'année, il y a une deuxième ajustement mécanique. C'est pour ça qu'il y a eu régulièrement des ajustements du SMIC. C'est pas le SMIC qui a augmenté, mais il est calé, collé à l'inflation. Et enfin, ce qu'on appelle un coup de pouce, qui n'a pas eu lieu depuis 2012. C'est dire comment quasiment, enfin on est très nombreux à ne jamais avoir connu de coup de pouce sur le SMIC. Et le SMIC est très bas. Ce que personne ne sait, c'est qu'alors que la France est la 2e économie de l'Union européenne, on a seulement le 6e niveau de SMIC d'Europe, c'est-à-dire que le SMIC est très très bas, et le gouvernement, au lieu de revaloriser le SMIC, ce qui donnerait un coup de boost à tous les salaires, puisqu'après, dans les entreprises, on dirait il faut plus, non, il s'est contenté, en catimini, de ne pas augmenter le SMIC, et d'ailleurs très appuyé avec un groupe d'experts qu'on appelle de la non-augmentation du SMIC, parce qu'ils ont quelque chose de très fiable. Ça fait 17 ans qu'ils existent, 17 ans qu'ils disent qu'il ne faut pas augmenter le SMIC. On les remercie beaucoup. Ils ont l'air de s'y connaître en SMIC, justement, pour en toucher plusieurs par mois, justement. Bon, et de manière plus concrète, donc la CGT, elle demande la revalorisation du SMIC à 2000 euros bruts pour toutes et tous, pour vivre de son travail, tout simplement. Et on sait que les smicards, c'est d'abord des smicards, c'est-à-dire des femmes, puisqu'à près de 60%, ce sont des femmes qui sont concernées par le SMIC. On est pour supprimer le groupe d'experts de la non-augmentation du SMIC. Et on est par ailleurs pour augmenter tous les salaires, avec une mesure qu'Agathe évoquait précédemment, ce qui existait jusqu'en 1983 et qui existe sur des pays voisins comme la Belgique, qui sont des pays industrialisés qu'on essaie de leur faire sauter, c'est l'indexation des salaires sur les prix, ou l'indexation pour nous des salaires sur le SMIC, ce qui permettrait, quand le SMIC augmente, tous les salaires augmentent d'autant. C'est pas du plus, c'est juste pour ne plus avoir du moins, maintenir le niveau de vie. Donc ça, c'est extrêmement important, et c'est la CGT, là aussi encore une fois, en tête de pont, qui défend ça. Mais au-delà de défendre dans le débat public et dans les instances ces questions-là, on le défend dans les entreprises, comme tu le disais. C'est pour ça que le thème du 54e congrès de la CGT, qui fête cette année les 130 ans, c'est année de fête, et on veut le fêter pas qu'en commémoration, mais en pratique, en s'organisant pour augmenter les salaires. Et on cherchait, dans la discussion, réflexion qu'on avait, 3 exemples très concrets où les collègues de la CGT, ils ont organisé, par l'entêtement patronal, par la radicalité patronale dont parlait Agathe précédemment, des grèves, parce que souvent, c'est les employeurs qui sont contraints à la grève. Je pense à une boîte du textile plastique en Haute-Loire, de moins de 50 salariés, c'est dire qu'on peut aussi s'organiser dans les petites entreprises où l'employeur ne voulait que donner des primes. Sauf que, à force de discuter avec la CGT notamment, les salariés, ils voient bien que, en gros, avec tout ce qu'on a expliqué précédemment, les primes d'aujourd'hui, c'est la déprime de demain. On est content sur le moment, ça met un peu de beurre dans les épinards, mais ça sert pas longtemps. Et donc, ils ont dit non, on veut pas de primes. Et ils ont fait grève, d'abord 1 heure, en débrayage, qu'on appelle, 1 heure de débrayage. Ça n'a pas suffi, et ils ont fait 5 jours de grève contre des primes occasionnelles, exceptionnelles, non cotisées, pour des augmentations générales de salaire, et ils ont gagné 100 euros bruts de plus par mois pour toutes et tous. Premier exemple très concret qui date d'1 an sur la question des salaires dans une petite entreprise. Deuxième exemple, c'est il y a le mois dernier, dans la Loire, une marque qui vend des capsules de café, très connue. Les salariés de cette marque-là en France, dans la Loire, ont fait une grève intersyndicale, unitaire, et c'est pas facile,
parce que tout le droit est organisé pour diviser les salariés. Ils ont revendiqué une augmentation générale de salaire parce qu'ils voulaient pas de prime, et ils ont gagné, donc la boîte ça s'appelle JDE Pets, et ils ont gagné 160 € bruts de plus par mois pour toutes et tous. Et eux aussi, ils ont été obligés de se mettre en grève, puisque avant la grève, il n'y avait pas d'augmentation. Grâce à la grève, il y a eu une grosse augmentation générale de salaire. Et troisième petit exemple, vers Angers, un sous-traitant Vuitton. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, une des spécificités de l'économie, c'est que c'est la sous-traitance en cascade. En gros, il y a l'entreprise donneur d'ordre très connue, Vuitton, au CAC 40, dont Bernard Arnault est la première fortune, une des premières fortunes en tout cas de la planète. Mais le profit, il est fait sur le moins-disant social en organisant de la sous-traitance. Et ben, les salariés de la sous-traitance de chez Vuitton, d'une entreprise qui s'appelle Evidence, qui fait partie d'un groupe Ofica, ils ont fait un débrayage eux aussi, 1 heure, par colère, parce que le patron voulait pas les entendre. Et finalement, d'une proposition patronale de 1,7%, ils sont arrivés à 3% pour les ouvriers employés, 60 € bruts par mois pour toutes et tous, parce qu'ils se sont organisés collectivement. Et toute la discussion qu'on a, en régie, ils ont un beau schéma d'explication, d'organisation, de s'organiser avec la CGT pour gagner des augmentations de salaire, c'est de se dire, pour être fort dans les entreprises, il faut s'organiser collectivement. C'était le thème du congrès confédéral. Et pour ça, d'abord, on discute avec ses collègues de travail, on construit la revendication, parce que c'est pas facile. Certains, ils sont pour des augmentations individuelles, d'autres, ils sont pour des primes à un moment donné, pour combler leur budget à eux, des fois les agios qui touchent, qu'ils ont à payer à la banque. Et du coup, on discute collectivement de la revendication, et on s'organise collectivement. Nous, on veut citer 3 exemples de grève, puisque tu m'as demandé des exemples de grève, mais heureusement, dans bien d'autres endroits, on n'est pas obligé d'arriver jusque-là pour gagner des augmentations de salaire. Mais le dernier mot sur ce sujet-là, et c'est la DARES qui le dit, là où il y a des syndicats, il y a plus de droits et plus d'augmentation de salaire. Là où il n'y en a pas, il y a moins de droits et moins d'augmentation de salaire. C'est pour ça qu'il faut s'organiser collectivement dans son entreprise avec un syndicat. Il n'y a que l'embarras du choix, et on pense que la CGT, c'est le plus opérant, pour s'organiser, se défendre et gagner, puisque c'est possible, par exemple, dans les exemples que j'ai cités. Donc voilà, ça c'est la CGT souvent moins visible, celle qui a dans toutes les entreprises, qui fait ce travail quotidien et qui crée du rapport de force. Et au final, notre salaire, il peut autant dépendre de cette CGT très visible qu'on voit à la télévision que cette CGT qui est sur le terrain, moins visible à la télé, mais par contre visible dans l'entreprise et l'administration quand elle y est. Généralement, ça se voit. C'est aussi un truc qui change. Peut-être toi, tu voulais dire quelques mots là-dessus, Agathe, aussi sur l'organisation ? Compléter ce qu'a dit Thomas, le tutoriel dont il vient de parler, les étapes, etc., il est disponible sur le site de la CGT, sur cgt.fr/salaire au pluriel. Et en fait, avec le tutoriel qui rappelle les étapes, rappelle aussi des éléments du droit, il met à disposition des modèles d'outils que vous pouvez utiliser dans vos syndicats ou discuter avec vos collègues, notamment un modèle de courrier pour demander à l'employeur à rouvrir des négociations salariales, puisqu'en fait, il y a des négociations annuelles obligatoires, mais en fait, à n'importe quel moment de l'année, des négociations salariales peuvent se rouvrir si les salariés le veulent et qu'ils le demandent et qu'ils sont très très largement majoritaires à le demander. L'employeur va être contraint de rouvrir des négociations. Donc un modèle de courrier, un modèle de consultation des salariés pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin, quel est votre besoin aujourd'hui, ce que disait Thomas à l'instant. Un modèle de tract et un modèle de tract de victoire. Voilà, il y a plein d'outils, des affiches à disposition, des visuels pour les réseaux sociaux. Un autre outil qui est important à noter dans la période actuelle de négociation annuelle obligatoire, et ça a été évoqué avec la discussion sur le groupe d'experts de la non-augmentation du SMIC, mais un argument qu'on porte de plus en plus à la CGT, c'est la nécessité de mettre à jour l'indice des prix qui est utilisé pour calculer la revalorisation du SMIC. Aujourd'hui, on considère que l'indice des prix à la consommation qui est produit par l'INSEE, qui est une administration statistique d'État française, n'est pas suffisamment fiable pour pouvoir asseoir une décision aussi importante et des décisions en général aussi importantes.
Nous, on pense qu'il faudrait travailler à partir d'un autre indice qui est l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui est un indice qui est produit par Eurostat, c'est la statistique européenne. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte à la CGT, c'est que si l'IPCH avait été appliqué ces dernières années sur le SMIC, il serait beaucoup plus élevé. En fait, c'est un indice qui est beaucoup plus dynamique, qui prend en compte, par exemple, les déremboursements de santé qu'on subit. On parlait tout à l'heure des questions de santé dans le PLFSS, ben, c'est aussi en lien avec ça. Et donc, il y a une note pour les syndicalistes qui vont négocier avec leurs employeurs, parce que souvent l'employeur il part de l'état de l'inflation pour négocier. Ben, vous pouvez porter cet argument-là dans la négociation avec lui pour obtenir des hausses de salaire. Donc on parle de l'inflation calculée par l'IPCH. Donc c'est l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisé. D'accord. Parce que oui, souvent on voit là une inflation de à peu près 0,9% je crois cette année. Très concrètement, effectivement, quand on prend le caddie de course et qu'on va aller acheter des fruits et légumes, c'est pas forcément 0,9 d'augmentation, mais bien plus. Donc il y a une décorrélation entre l'inflation dite officielle et dans les faits, ce qu'on trouve dans les salaires. Voilà. Et dans les habitudes de vie, cette histoire de déremboursement, mais aussi une autre chose, par exemple, c'est la décohabitation, le fait que de plus en plus de gens vivent de moins en moins ensemble, en famille, grands-parents, enfants, etc. Et donc, tout ça est pris en compte dans l'IPCH. Mais n'hésitez pas à consulter la note beaucoup plus complète sur le site de la CGT sur ce sujet pour vous documenter. Ouais. Et peut-être un dernier truc sur la question de l'organisation, c'est que avant de rentrer en négociation avec l'employeur, il faut évidemment se syndiquer. J'aime bien rappeler à chaque Twitch comment se syndiquer. Donc, on a la possibilité évidemment de se syndiquer en ligne à travers cgt.fr. Chaque semaine, si je ne dis pas de bêtises, on fait même des dispositifs d'accueil des nouveaux syndiqués en ligne pour pouvoir les informer, les orienter vers la bonne structure qui va derrière les accompagner, les former. Évidemment, on ne vous laisse pas tout seul hein, quand vous organisez avec vos collègues. On va vous aider à faire un syndicat sur votre entreprise. Il y a aussi des structures locales à la CGT, donc des unions locales qui ont... Vous pouvez trouver généralement leurs coordonnées, la CGT près de chez moi. Il y a même une carte sur le site internet pour pouvoir prendre rendez-vous avec des camarades qui souvent sont des salariés, hein, enfin même toujours, sont des salariés comme vous et moi, pour qui vont vous accueillir et pareil vous expliquer un peu comment vous organiser avec vos collègues. Voilà, je ne sais pas si vous vouliez ajouter là-dessus sur le... C'est globalement ça, hein, on se syndique en ligne ou alors on va rencontrer la CGT près de chez soi. Et si, dernière chose, dans votre entreprise, si la CGT est déjà là, vous avez des panneaux d'affichage obligatoires. Généralement, c'est au niveau de la salle de pause ou des vestiaires. Et là, il y a les coordonnées de vos élus du personnel, des organisations syndicales. Souvent, on y appose des petits tracts. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait, le tract qu'on a montré tout à l'heure à l'écran, qu'il l'a déjà placardé sur son panneau d'affichage. Donc, vous voyez, comme quoi les outils qu'on produit sont utilisés et utiles pour tout le monde. Je voulais venir sur un dernier point et peut-être clore le débat là-dessus. Parce que effectivement, vous l'avez dit, plus que jamais, les Français et Françaises, les citoyens se sont intéressés à la question budgétaire. Et je pense que ce débat aujourd'hui nous a permis de voir un peu plus clair entre la Sécu d'un côté, le budget de l'État, les collectivités, ces trois budgets qui sont des budgets différents. Le salaire aussi, bien comprendre la place du salaire dans en fait le financement de la sécurité sociale, le financement des arrêts maladie, tout ça est lié, notre salaire à notre sécurité sociale. Et du coup, moi, face à tout ça, je voulais vous poser la question de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite se pose elle aussi en défendresse des salariés et explique qu'elle a une position, par exemple, sur la réforme des retraites équivalente alors peut-être pas à celle de la CGT parce que globalement ils nous détestent, mais voilà. Comment vous analysez dans ce débat, vous, la position de l'extrême droite et qu'est-ce que vous dites aux salariés, aux personnes qui nous regardent, qui seraient éventuellement tentés par son discours dit social, même si des fois on en a du mal à en percevoir le périmètre. Je ne sais pas qui veut répondre à cette vaste question de... Tu commences ? Comme ça marche. Je vais commencer avec de l'autopub. Dans ce magnifique magazine qui s'appelle Option,
qui est le magazine de De l'UGIC logique. CGT que reçoivent tous les affiliés à l'UGIC CGT. Le dernier numéro qui a été publié là à l'automne 2025 s'intitule Capital et extrême droite, fatale attraction. Et j'ai écrit une contribution dedans sur comment le Rassemblement national vole au secours du patronat sur les sujets de salaire, de cotisation, de retraite, qui sont les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Sur les retraites, il y a évidemment l'imposture de sa défense de la retraite à 60 ans, puisque le Rassemblement national est incapable de financer cette mesure. Or, pour être sérieux sur ce débat des retraites, il faut des propositions de financement, ce que fait la CGT, ce que porte la CGT depuis plusieurs années. Et puis, par ailleurs, en fait, ce que fait le Rassemblement national pour justifier ces réformes sociales, c'est de les emballer dans une espèce de discours de mise en opposition des salariés. Parce qu'en fait, la retraite à 60 ans, ce serait pas pour tout le monde. Ce serait uniquement pour les salariés qui ont fait moins de 3 ans d'études, qui ont commencé à travailler à 20 ans, donc moins de 2 ans même. Donc en fait, ça exclut un certain nombre de gens, et dans ces discours, Marine Le Pen, par exemple, elle n'hésite pas à utiliser des exemples qui n'existent pas, du type « mais on ne peut pas donner la retraite à 60 ans à quelqu'un qui a décidé de commencer à travailler à 28 ans parce qu'il a fait le tour du monde pendant 2 ans ». Voilà, des exemples qui Des n'existent pas. caricatures, quoi, des Voilà. stéréotypes comme d'habitude. Tout à fait. Pour essayer de mettre en opposition les gens qui ont commencé à travailler à 16 ans, 17, 18 ans et ceux qui ont fait des études, qui ont commencé à travailler à 21, 22, 23 ans. Sur les salaires, c'est un peu la même chose qui se passe. Ce que prétend le Rassemblement national, c'est qu'il veut augmenter les salaires, augmenter le SMIC. La vérité, c'est à chaque fois, il s'est opposé à l'Assemblée nationale à la hausse du SMIC, aux propositions de loi qu'il y avait sur le sujet hausse du SMIC, mais aussi une proposition de loi sur l'indexation des salaires sur les prix, dont on a parlé tout à l'heure. Il a voté contre. Et la seule mesure qu'il propose, c'est, en fait, on va inciter les employeurs à augmenter les salaires en leur donnant des exonérations de cotisations sociales. Donc précisément le système pervers dont on a parlé tout à l'heure, dont Thomas a expliqué que moins on payait les salariés, plus on avait d'exonérations de cotisations sociales. Donc eux, c'est vraiment le système qu'ils soutiennent, c'est-à-dire un système Et en plus, à totalement la fin, c'est patronal. même pas sûr qu'ils augmentent véritablement le salaire. Et puis, on vous Absolument. prend une partie de votre salaire pour vous en enlever une autre. Tout à fait. Donc c'est le Rassemblement national. Sur les questions de retraite, salaire, cotisation, est vraiment un parti qui défend le positionnement des organisations patronales qu'on connaît, MEDEF, CPME aujourd'hui. C'est pour ça que nous, en fait, souvent, on reproche à la CGT de faire de la politique et il faut discuter de tout ça. La CGT, vous pouvez voter pour ce que vous voulez, mais on explique, la seule chose qu'on explique, c'est ce qui ne respecte pas les valeurs parce qu'ils entretiennent l'homophobie, l'islamophobie, l'antisémitisme, hein, et on l'a encore vu chez certains de leurs élus récemment. L'extrême droite, c'est le pire poison de la division. Je disais tout à l'heure, en fait, les 80 ans de la sécurité sociale, cette victoire qui est la confluence du combat ouvrier et républicain pour sortir du fascisme, etc., justement. Et on le voit quand on rentre dans le détail, pas le blabla de TikTok sur lequel Bardella fait choc, à l'inverse de ce qu'ils sont en train de discuter. Quand on discute du salaire, ils parlent que du net, jamais du brut, jamais du salaire socialisé. D'ailleurs, quand on dit on est pour indexer les salaires sur le prix, ils votent contre. Mais désindexer les exonérations de cotisation sur le SMIC, à ça, ils sont pas pour. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est pro-patronal ou pro-direction d'entreprise, ils sont là-dessus. C'est pour ça que c'est le pire poison de la division, puisque ça divise les travailleurs et travailleuses entre eux, en fonction de leur origine notamment, mais de leur pratique sexuelle, de leur genre, etc. D'ailleurs, ils étaient même pas tous pour le droit à l'avortement. Hein. Quand il a fallu voter et constitutionnaliser, certains députés d'extrême droite n'ont pas voté ce droit fondamental de constitutionnalisation de l'avortement, contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur les prix. Par contre, pour la loi polluante du plomb, pas de problème, et contre la petite taxe Zuckman. Donc ils sont toujours du mauvais côté de l'histoire. Et c'est pas une question de dire bien ou mauvais ou de schématiser de cette manière-là, mais il faut argumenter de manière extrêmement importante parce qu'on n'est pas dans n'importe quel moment. Aujourd'hui, ce poison de la division, il gangrène, et autour de vous, dans vos familles, vos amis, vos collègues de travail surtout, on voit bien que c'est quelque chose qui est en train de progresser parce que leur carburant, c'est la désespérance sociale. Et si on a essayé d'expliquer avec Agathe depuis le début, ce qu'on a fait bouger
sans mentir, c'est-à-dire que c'est pas suffisant, le PLFSS, le budget de la sécurité sociale est absolument pas à la hauteur, le budget de l'État qui est en cours de vote ne le sera pas non plus, on le dit, c'est pour ça qu'on mobilise là-dessus, et on va pas raconter d'histoire, mais ce qu'on a fait bouger, c'est contre ceux-ci qui distillent le poison de la division et qui sont toujours du mauvais côté du manche et qu'on doit expliquer. Vous vous rendez compte, la taxe Zuckman, cette petite taxe qui fait que même si vous aviez gagné au loto, c'est ce qu'une déléguée syndicale m'a dit l'autre jour, même si je gagne au loto, je ne payerai pas cette petite taxe Zuckman. C'est que pour les ultra riches, les 1800 personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. 100 millions d'euros, c'est 500 appartements à 200 000 euros. En général, on connaît quelqu'un qui a un appartement, parfois 2 appartements, rarement, 3 appartements extrêmement rarement. Là, c'est ceux qui en ont plus de 500. C'est à ceux-là qu'on voulait s'attaquer. Et ben, qu'est-ce que dit le Front National, enfin le Rassemblement National? À ceux-là, on n'y touche pas. On les met pas raccord d'une taxe de 2% qui permettrait qu'ils payent des impôts comme tout le monde, tout simplement. Et c'est cette imposture-là qu'il faut décortiquer parce que les sirènes de Bardella pourraient avoir des écoutes, et elle en a dans le salarié. Donc, faut expliquer ce qu'a dit Agathe sur la question des retraites. Dès lors qu'il se rapproche du pouvoir, il commence à reculer. Bardella, on ne savait plus pendant les élections législatives s'il était pour la retraite à 60, 62, 64, 65 ou 66 ans. D'ailleurs, ses partenaires, Ciotti, il est pour la retraite à 66 ans. Donc on voit bien leur projet. C'est quelque chose d'alléchant de première vue, mais dès qu'on gratte, c'est l'inverse justement. Et donc il faut discuter sans s'engueuler, c'est toute la difficulté du poison de la division qu'est l'extrême droite, et pour s'organiser collectivement, en fait, ils gagnent sur quoi? Sur notre désespoir, sur le fait que c'est de plus en plus difficile dans les entreprises, qu'on n'arrive pas à gagner, et donc la CGT, c'est l'inverse, c'est la force du collectif contre le poison de la division, et c'est autour de ça qu'on essaie de discuter, d'argumenter, et j'insiste, sans s'engueuler. Rien à rajouter? Non, on s'organise. On s'organise, on se syndique dans son entreprise. C'est peut-être la meilleure réponse, effectivement, à faire à la progression de l'extrême droite et, de l'autre côté, au marché qui veut exploiter toujours plus les travailleurs et travailleuses. Eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette 1h10 d'émission. Ça va, on a été raisonnable. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch, ça nous permet d'être plus visibles, de nous abonner sur les réseaux sociaux, et nous ne dépendons pas de vos dons, donc si vous voulez nous soutenir, évidemment, syndiquez-vous et syndiquez vos collègues. Merci beaucoup, bonne soirée.